Oui, je veux dire, des membres de l'administration Trump. Michael Flynn a été contraint de démissionner pour avoir parlé à l'ambassadeur russe. Jared Kushner a été au centre du scandale du Russia Gate, simplement pour avoir parlé à l'ambassadeur russe. Dans ce cas, l'ambassadeur des États-Unis parle à un traître envers les États-Unis qui a fièrement espionné pour ce pays et qui devrait encore être en prison et qui aurait probablement été exécuté dans certains autres pays. Mais il y a une autre figure ici. Je trouve en fait cet angle un peu plus intéressant, car il se rattache à une grande partie de ce que nous avons couvert ces dernières semaines. Mark Levin mène la charge pour détruire et isoler Tucker Carlson, Candace Owens et toutes les autres figures de la droite qui se sont exprimées sur la relation spéciale entre les États-Unis et Israël, en contradiction avec le principe de « l'Amérique d'abord ». Le beau-fils de Mark Levin, David Milstein, a en quelque sorte subverti l'ensemble du département d'État au profit d'Israël. Il y détient beaucoup de pouvoir et sert comme haut conseiller auprès de Mike Huckabee. Il a participé à cette réunion secrète, mais cela pourrait faire partie d'un projet plus vaste pour David Milstein, car Jonathan Pollard est en réalité une figure influente en Israël. Je veux dire, c'est un espion américain de longue date, un ancien officier du renseignement américain, qui est maintenant au service de l'appareil de renseignement militaire israélien. Il s'est même vanté dans cette même interview d'avoir rencontré très récemment des dirigeants de l'armée et des services de renseignement israéliens. Et il envisage de se présenter à la Knesset. Ainsi, Jonathan Pollard aurait pu conspirer avec David Milstein, le gendre de Mark Levin, et Pollard défend Milstein avec acharnement dans cette interview. On sent bien qu'il est très préoccupé par le risque que Milstein perde son emploi à cause de cette affaire, car il constitue pour lui un contact essentiel. Il y avait deux autres personnes, mon avocat et l'assistant de l'ambassadeur. Il est important de noter que le New York Times l'a identifié comme David Milstein. C'est le gendre de Mark Levin. Et il a en fait été la cible de vives critiques de la part de Tucker Carlson et de ce groupe qui, sans surprise devrais-je dire, ont déclaré ouvertement que le sionisme chrétien est une hérésie et se sont montrés très critiques à l'égard de ce qu'ils affirment être antérieur à. Eh bien, Daniel, tu devrais savoir que le nom de Milstein a été mentionné lors de l'entretien, et j'ai réagi assez fermement à l'insinuation, non pas du Times, mais de la part de personnes fournissant des informations au Times, selon laquelle il serait en quelque sorte peu fiable. Eh bien, écoutez, je veux dire, Tucker Carlson a passé environ 40 minutes, pratiquement un podcast entier, à s'en prendre à David Milstein. Il est clair que les gens de ce camp n'aiment pas David Milstein, et ils tiennent à le cibler. Ils essayent de s'en prendre à Mark Levin, ils essayent de s'en prendre à l'ambassadeur Huckabee. Je ne pense pas que ce soit... Enfin, le point que j'ai souligné au Times, c'est que d'après tout ce que je sais de David, c'est un patriote américain à 101%. Ah, eh bien voilà un excellent soutien au sein de l'administration. Il adhère à la notion de l'Amérique d'abord. Et à coup sûr, chaque fois que je l'ai entendu parler ou que j'ai été près de lui lorsqu'il s'exprimait, il fait tout ce qu'il peut pour défendre les principes de l'administration Trump. Ce n'est pas vrai. Tout ce que fait David Milstein est au service d'Israël. Il faisait essentiellement de la communication de crise pour la Gaza Humanitarian Foundation. Toutes ces déclarations concernant la GHF étaient en réalité des communiqués de presse pour la GHF, qui étaient apparemment soutenus par le Mossad, du moins à ses débuts. David Milstein a été responsable du licenciement de Syed Qureshi, un contractuel du département d'État, parce que Qureshi avait protesté contre l'utilisation du terme « Judée et Samarie »
au lieu de Cisjordanie, et parce qu'il avait mentionné les abus subis par les Palestiniens dans le rapport du département d'État. Il avait plaidé pour que le rapport annuel sur les droits humains du département d'État inclue des références aux violations des droits humains des Palestiniens. Et donc, pour cette raison, il a été renvoyé. Il est même allé dans le podcast de Tucker Carlson pour parler de ce licenciement. Milstein, je veux dire, ça devrait faire beaucoup plus de bruit. Le New York Times en a parlé, mais c'était plutôt un court article. L'un des co-auteurs était Adam Razgun, qui a travaillé par le passé pour plusieurs think tanks pro-israéliens, dont le YNEP. Il y a donc un problème institutionnel ici. Et cela se passe juste avant la réunion. Je parierais que Mark Levin était au courant de cette réunion aussi. Mark Levin s'énervait à propos des attaques contre son beau-fils à peu près au moment de cette réunion. Cela montre donc à quel point cette réunion est importante dans la guerre intestine qui dévore la droite à propos d'Israël. Un message très étrange ce matin de Tucker Carlson, 10h16. Je vais te le lire mot pour mot. Bonjour, m'écrit-il. La direction de Turning Point m'a demandé de débattre avec toi lors de leur événement à Scottsdale en décembre. Je suis tout à fait disposé à le faire et j'espère que tu accepteras aussi. Au-delà des insultes personnelles que j'essaierai de limiter au minimum, il existe entre nous de vraies et importantes divergences idéologiques et je pense que le pays bénéficierait d'une longue conversation à ce sujet. Donc encore une fois, j'espère que tu accepteras. Dis-moi ce que tu en penses. Merci. Ce type est désespéré. Son podcast prend un coup. Il se bat comme un diable pour sa carrière. Il se bat comme un diable pour sa réputation. Les gens commencent à se rendre compte de la crapule qu'il est vraiment. D'accord, ça dure un moment. Il pense que je vais l'aider à augmenter l'audience de son podcast. Que dirait Charlie? Que dirait Rush? Que dirait une personne rationnelle? Voici ce que je lui ai écrit. Ma famille et moi ne voulons rien avoir à faire avec toi. J'avais un certain respect pour toi, mais je suis aussi déçu que Tepusa continue de t'offrir une tribune. Il ne s'agit pas de liberté d'expression. Tu peux être entendu par des millions de personnes, quoi qu'il en soit. Un conseil non sollicité, arrête-toi un instant pour te souvenir de qui tu étais et de ce que tu défendais autrefois. Donc, comme prévu, réaction instinctive. Pour mémoire, je suis fermement anti-nazi. Est-ce qu'il te semble l'être à toi, l'Amérique? Oh, tu vas en entendre davantage. Mais ce n'est pas vraiment la question. Cela me semble être l'occasion parfaite de réfuter ce que tu considères comme des idées mauvaises et de le faire en face, comme un homme. Je pense que tu sauterais sur l'occasion, à supposer que tu crois que tes positions sont défendables. Je t'offre ce fameux marché des idées dont tu parles toujours. Est-il possible que tu ne puisses pas vraiment défendre, par exemple, ce qu'Israël a fait aux civils à Gaza? J'ai dit, voilà, tu vois, on ne te craint pas, on te méprise. Eh bien, tu es un lâche. Si tu changes d'avis, je suis là. Merci. Petit salaud, tu t'en prends à mon beau-fils. Tu n'as pas fait ça en face, n'est-ce pas? Tu l'as poignardé dans le dos pendant qu'il sert le président Trump pour sa deuxième mission, alors qu'il se trouve dans des abris sécurisés avec des missiles balistiques qui passent au-dessus de sa tête. Petit salaud. Personne n'a peur de toi. Je préférerais débattre avec une moufette plutôt qu'avec toi. En gros, la raison pour laquelle il ne veut pas débattre avec Tucker Carlson à Tepiusa et défendre Israël sur le marché des idées, c'est que Tucker a été méchant avec son beau-fils, lequel, il s'avère, tient des réunions secrètes avec l'un des plus grands traîtres des États-Unis, l'un des plus grands traîtres de notre époque. Je veux dire, la distance entre Mark Levin disant « Je n'ai pas peur de toi, lâche », puis dans la phrase suivante « Je ne vais pas débattre avec toi »,
Je refuse de débattre avec toi, est tout simplement révélatrice. Et encore une fois, David Milstein, qu'a-t-il fait d'autre en servant le président Trump? Il a également bloqué un câble de l'ambassade américaine avertissant d'une famine, ce qui a été une pratique bipartisane. La même chose s'est produite sous Biden. Et Milstein a repris cette pratique lorsqu'il a pris ses fonctions après l'arrivée de l'administration Trump. Il a littéralement bloqué un câble avertissant d'une famine à Gaza. Cela a été rapporté par Responsible Statecraft. Voilà donc ce qu'il fait au nom du gouvernement américain. Bloquer les avertissements concernant la famine dans le cadre d'un siège, d'une famine et d'un génocide soutenu par les États-Unis, tout en facilitant des réunions avec des traîtres. Il devrait y avoir de sérieuses questions à ce sujet. Mark, David Milstein semble poursuivre le travail de Jonathan Pollard depuis l'un des postes les plus sensibles de la bureaucratie diplomatique américaine. C'est un scandale énorme, un scandale d'espionnage, et Donald Trump n'a rien fait à ce propos. Agir aurait signifié rappeler Mike Huckabee. Au fait, pourquoi chaque ambassadeur en Israël, qui en gros supervise enfin l'administration Trump à supprimer ce terme, supervise le consulat qui s'occupe des affaires palestiniennes à Jérusalem-Est. Et il y en a à Ramallah. Pourquoi doivent-ils toujours être juifs? Pourquoi ne pourrait-ce pas être, disons, un épiscopalien, ou un latino, ou autre? Le dernier ambassadeur de Trump en Israël-Palestine était David Friedman. Tu sais ce qu'il fait maintenant? Je veux dire, ne promet-il pas ouvertement les colonies et ne tire-t-il pas profit des colonies en Cisjordanie? Oui, et c'est un excellent point. Il a été le président de Friends of Beit El, une colonie horrible qui empiète sur des terres du district de Ramallah-Bireh. Mais il est aussi le nouveau président du groupe NSO. Ah, la société de logiciels espions. C'est l'entreprise israélienne qui produit le logiciel espion Pegasus, lequel aurait apparemment été utilisé pour aider à tuer Jamal Khashoggi. Je ne sais pas, il pourrait être sur nos téléphones. Il pourrait être sur le téléphone de n'importe qui. Il suffit d'envoyer un lien, et ensuite des espions, ou quiconque paie pour cela, sont dans votre téléphone, contrôlant votre téléphone, contrôlant votre caméra. Il semble qu'Israël ait fait cela à Raphaël Grossi, le président de l'AIA. Alors, à quel point est-ce America First de la part de David Friedman, qui m'a qualifié de l'un des plus grands antisémites de la planète? Un véritable insigne d'honneur. Et vous savez qui d'autre a travaillé pour le NSO Group, a fait du lobbying pour eux? Daniel B. Shapiro, qui était l'ambassadeur d'Obama en Israël. Il est d'ailleurs resté en Israël avec sa femme israélienne, Merav, après la fin de son mandat. Il ne voulait même pas revenir aux États-Unis. Je veux dire, tous nos ambassadeurs sont ce sont tous des pollardites. Tom Needs, lui, était l'ambassadeur de Biden. Il est revenu et a commencé à faire du lobbying pour Israël après le 7 octobre. Il travaillait avec les fédérations juives. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir quelqu'un de neutre? C'est tout simplement inconcevable, mais il faut le souligner. Et je pense que cela se rattache à une autre histoire que nous voulions aborder aujourd'hui, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter sur Pollard et Huckabee, à savoir le plan directeur pour Gaza. En fait, je n'ai pas cet élément sous la main. Ou si? Oui, je l'ai. Il y a donc un nouveau centre de coordination militaire américain pour Gaza, situé à Kiryat Gat. Et voici quelques photos, qu'il va me falloir une éternité à afficher à l'écran à cause des nouvelles régressions de StreamYard. Enfin, on dirait bien une base militaire américaine, non? Ce sont des membres du personnel militaire américain. On dit qu'il y a aussi du personnel militaire européen, ainsi que du personnel provenant des États arabes vassaux. Cela se trouve à Kiryat Gat.
Et zéro Palestinien, bien sûr. Zéro Palestinien. Zéro Palestinien. Pas même de l'autorité palestinienne collaborationniste. Ils n'ont même pas pu supporter cela. Ainsi, le centre d'aide, le centre coordination de Gaza ne compte littéralement aucun Palestinien. Aucune. Et vous savez, on regarde cette photo et on zoome un peu pour voir ce qu'ils observent sur leur écran. Cette carte de Gaza montre les zones sous contrôle israélien. Les États-Unis gèrent désormais les points de passage de l'aide au nom d'Israël. Seulement environ un quart de l'aide nécessaire pour subvenir aux besoins d'une population ravagée par la guerre, composée de réfugiés sans abri, vivant pour la plupart sous des tentes pendant la saison des pluies, sous une pluie glaciale. C'est tout ce qui parvient à entrer. Les États-Unis ont pris en charge le siège de Gaza. Sous Donald Trump, ce sont des drapeaux américains que l'on voit sur leurs uniformes. Cette zone rouge à Gaza, c'est là que la population a été repoussée. La zone verte est soit sous le contrôle de l'armée israélienne, soit complètement détruite. Des endroits où aucun civil n'a le droit d'aller et où ils sont abattus ou bombardés s'ils essayent de rentrer chez eux pour récupérer leurs affaires ou simplement pour revenir. Ils n'ont plus le droit d'y vivre. Sur l'ensemble de Rafah, si l'on regarde la partie sud de cette zone verte. C'était l'ancienne base de la Gaza Humanitarian Foundation, que David Milstein dirigeait en tant qu'intermédiaire entre les services de renseignement américains et israéliens. Ils ont donc simplement déplacé la GHF vers ce nouvel emplacement. Et il est maintenant rapporté que UG Solutions, la société de mercenaires qui assurait la sécurité de la Gaza Humanitarian Foundation, recrute de nouveau. Gaza Humanitarian Foundation is hiring again. Anthony Aguilar, who we've had on, who worked Anthony Aguilar, que nous avons déjà reçu auparavant. Il travaillait pour UG Solutions, et c'est le lanceur d'alerte qui a si courageusement révélé leurs crimes. M'a dit qu'il avait reçu une lettre du ministère israélien de l'Intérieur, lui indiquant qu'il n'était pas autorisé à entrer dans le pays et qu'il était officiellement banni en tant que persona non grata. Il m'a même montré une image de cette lettre. Cela indiquait donc qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient impliqués dans la nouvelle vague de recrutement. Ils vont les transférer à Gaza, dans ces zones vertes que vous voyez là, et utiliser ces centres d'aide pour attirer des personnes d'autres régions, sous le contrôle de collaborateurs, dans ces camps de concentration sans argent liquide, des camps de concentration biométriques. C'est le terme qui a été utilisé dans les documents internes du GHF, rapportés par le Washington Post en mai. C'est ce qu'ils sont en train de créer dans ces zones vertes. Ils vont les appeler des villes modèles. Et Jared Kushner a déjà confirmé une partie de cela en déclarant qu'aucun fonds de reconstruction ne serait alloué aux zones de Gaza contrôlées par le Hamas, ce qui représente essentiellement la moitié du territoire. Ainsi, pour les habitants vivant dans la misère et les décombres, l'option consiste soit à rester parmi les ruines, soit, vraisemblablement, à quitter la bande de Gaza, ou à se rendre dans les zones contrôlées par Israël et les États-Unis, où, là encore, ils seront soit soumis à une domination coloniale directe exercée par des mercenaires, soit incités à partir également par divers moyens. Et Jared Kushner est, comme J.D. Vance l'a qualifié, l'investisseur qui a conçu le plan directeur. Son collègue Steve Witkoff a déclaré que Jared Kushner était celui qui élaborait ce plan. C'est donc le plan directeur imposé par les maîtres. Et bien sûr, il est logique que le contingent de mercenaires soit déployé et recruté, car qui irait là-bas? Toute la vision de Trump reposait sur une soi-disant force internationale de stabilisation, quel que soit son nom. Qui va réellement y aller? Comment vont-ils trouver des soldats pour cela, surtout venant de pays arabes? Personne ne voudra aller servir, en gros, de fantassin pour un génocide. Il est donc tout à fait logique qu'ils doivent se tourner vers des mercenaires pour accomplir la tâche.
Et voici un point que Jonathan Cook a soulevé à propos du plan directeur et que je pense important de mentionner. Cela se rattache également à David Milstein et au type d'équipe que Donald Trump a déployé pour gérer le siège de Gaza au nom d'Israël, sous un drapeau américain. Jonathan Cook a écrit cela et l'a publié hier. Il parle du Centre de coordination civilo-militaire, dont vous venez de voir les photos. Le nouveau centre est dirigé par Harry Lightstone, qui a servi durant le premier mandat de Trump sous l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, lequel, comme je l'ai mentionné, est désormais le PDG de la société israélienne de logiciels espions NSO Group, récemment racheté par un magnat hollywoodien américain nommé Robert Simons, un ultrasioniste. C'est en quelque sorte le même schéma que celui que nous avons vu avec TikTok et Paramount, repris par des intermédiaires américains agissant pour Israël. Lightstone est susceptible d'émerger comme le nouveau Paul Bremer, le gouverneur des États-Unis, nommé en Irak après l'invasion illégale de 2003, notoirement dépourvu de qualifications. Bremer a démantelé ce qui restait des institutions nationales irakiennes après la campagne de bombardement, de choc et effroi. L'anarchie qui en a résulté a livré la population irakienne aux escadrons de la mort sectaire, tandis que les entreprises américaines cherchaient à piller les richesses de l'Irak. Les profits du pétrole et du gaz encore inexploités attirent désormais au large de Gaza, un trésor dont les Palestiniens sont privés depuis des décennies, notamment par Tony Blair, choisi pour siéger au Board of Peace de Trump lorsqu'il servait dans une première version comme envoyé du Quartet pour le Moyen-Orient. Il est difficile d'imaginer Trump ne pas convoiter les richesses de Gaza désormais. Et je suppose que Jared Kushner y portera aussi son attention. Les responsables du centre sont tellement ignorants de la situation à Gaza qu'ils ont dû organiser une séance d'introduction pour les nouveaux venus sur ce qu'est le Hamas, selon le New York Times. Pour alléger l'atmosphère, chaque journée serait apparemment consacrée à l'un des désastres auxquels le peuple de Gaza est confronté. Les mercredis bien-être traitent des problèmes causés par la destruction des hôpitaux et des écoles par Israël, tandis que les jeudis de la soif se concentrent sur la dévastation des infrastructures hydrauliques de l'enclave. Assez sinistre. Le colonel Harry Lightstone est également responsable de ce que j'appelle les accords Epstein, officiellement connus sous le nom d'accords d'Abraham, qui visent à normaliser les relations entre Israël et les riches États arabes vassaux. Les Émirats arabes unis en sont déjà la principale composante, mais l'Arabie saoudite subit des pressions pour y adhérer et reléguer les Palestiniens aux oubliettes de l'histoire. En somme, pour faire la paix sans les Palestiniens. C'est la pièce maîtresse du plan sioniste pour la région. Ensuite, les Palestiniens seront placés dans des camps de concentration biométriques ou forcés de se disperser aux quatre vents. Et nous voyons ce plan se dérouler en temps réel, désormais avec le soutien des Nations Unies.